Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce beau temps pluvieux. Et justement, la pluie est nécessaire pour l'olivier afin de grandir et fructifier. Vous l'avez donc compris, on parlera cet après-midi de l'olivier à l'occasion de la journée mondiale de l'olivier qui coïncide avec le 26 novembre, je disais, de chaque année. Et donc l'olivier... Et on parlera donc de l'olivier, de sa culture, de son importance en Algérie, de différentes variétés de l'olivier et de la qualité de notre huile. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir deux invités. Et il s'agit donc de Madame Beyzekoub Nabila, chef département à l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne, ainsi que Monsieur Mahmoud Mendil, expert oléicole. La deuxième partie de cette émission est donc culturelle. Nous aurons avec nous sur le plateau notre chroniqueuse Anissa Houssine qui sera accompagnée de Yanis Taleb, pianiste, compositeur, qui devra se produire le 29 novembre courant au niveau de l'Opéra d'Alger. Et sans plus tarder, nous recevons nos deux invités du premier plateau. Bonjour Madame Beniakoub Nabila, vous êtes donc, je disais, chef département à l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne. Marhaba bik. C'est le mec, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Monsieur Mahmoud Mendil, expert oléicole. Bienvenue à vous, bonjour. Merci, bonjour, et merci de nous avoir invités pour célébrer avec vous cette journée mondiale. C'est un plaisir, Monsieur Mendil. Madame Nabila, on commence par vous. Donc, c'est la journée mondiale de l'olivier. Et donc, l'Institut, votre institut est connu, donc l'ITAF. Donc, est-ce que déjà on commence par la présentation de votre institut et le rôle que vous jouez? Merci. Donc l'ITAF, c'est l'Institut technique de l'arboriculture, fruitière et de la vigne. Donc il a comme rôle principal de suivre et d'accompagner les programmes nationaux initiés par le ministère de l'Arboriculture, du ministère de l'Agriculture, Développement rural. Donc, comme mission, la principale mission, on a une mission de production de matériel végétal de prémétification, testé et avéré. On a encore une mission de conservation de matériel végétal in vivo à partir de nos stations. Donc, on abrite plus que 1119 variétés. On a une mission aussi d'expertise par rapport au secteur arboricole et viticole. Donc, si je prends le rôle de l'ITAF par rapport à la filière oléicole, donc on a une mission d'accompagnement par rapport aux professionnels, donc depuis la mise en place des vergers, sur les bonnes pratiques agricoles, au niveau de la trituration au moulin, et aussi on a un accompagnement sur la qualité. Donc l'ITAF dispose d'un laboratoire en voie d'accréditation au niveau de la wilaya de Bijaya, donc à Takrit. Donc il est doté d'un agrément double, donc d'un double agrément du COI, du Conseil international d'Olivier. Ce laboratoire donc, permet en fait de faire des analyses spécifiques pour accompagner les professionnels sur l'international. D'accord, très bien. Merci. Donc, vous m'aviez dit qu'il y a deux catalogues de variétés. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces catalogues, Madame Diakoub? Effectivement, donc c'est Madame Beyzekoub. Beyzekoub, excusez-moi. Effectivement, donc on a deux catalogues. Donc le premier, il a été édité en 2006. Donc il recense 36 variétés autochtones. Donc il a traité l'aspect agronomique et commercial. Le deuxième récent, donc il est édité en 2023. Donc il recense 52 variétés autochtones. Donc la nouveauté par rapport à ce catalogue, donc on a traité l'aspect agronomique, commercial, et on a rajouté l'aspect physique ou chimique, sensoriel et moléculaire de ces variétés. Très bien. Monsieur Mendil, ça vous parle? Vous avez été DG pendant plusieurs années de l'ITAF, justement, et vous êtes avec nous aujourd'hui pour célébrer cette journée mondiale de l'olivier.
Eh bien, bien sûr, ça me parle. C'est tout un pont de l'histoire qui remonte. Et puis, je suis content de revoir Les anciens cadres de une l'ITA. ancienne collègue Oui. de l'ITAF. Ce que je voulais vous dire, bon, c'est pour information, l'Algérie est membre fondatrice du COI, du Conseil oléicole international. Comment ça s'est passé? En fait, ce qui est appelé aujourd'hui Conseil oléicole international, en 1955, il y avait un traité de l'huile d'olive. C'était un traité international sur l'huile d'olive. Les pays producteurs se sont mis ensemble pour essayer de défendre ce produit et de le protéger. En 1959, ce traité est devenu un accord. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accords internationaux qui sont connus, notamment les céréales, le café, les oléagineux, le sucre. Donc, c'est des accords. Et l'huile d'olive est devenue un accord international en 59. Et en 63, à l'indépendance, nous sommes devenus un des membres Bon, on l'était déjà indirectement avant 62, mais on l'est devenu réellement à partir de 63, donc membre du Conseil oléicole international. Et nous en sommes aujourd'hui au 7e accord. Donc tous les 10 ans, il y a un accord, il y a un renouvellement en fonction des développements scientifiques. Donc il y a des nouveautés qui apparaissent. Bon, il y a aussi des aspects concurrentiels du marché, parce que le Conseil oléicole est chargé de la régulation du marché international. C'est l'élément le plus important. Et le 26 novembre, pour que tout le monde sache, surtout pour les Algériens, pour qu'ils comprennent d'où vient ce 26 novembre comme journée mondiale de l'olivier, en fait, ça coïncide avec l'inauguration du siège du Conseil oléicole. D'accord. Alors, le nouveau siège du Conseil oléicole, qui est dans une avenue très connue à Madrid qui s'appelle le Principe de Vergara, donc c'est le nouveau siège, a été inauguré le 26 novembre 1992. Et à partir à partir de là, chaque année, en Algérie, on le fêtait, on le célébrait chaque année. Et ce n'est qu'en 2006, je crois, que l'UNESCO, on a fait une journée mondiale officiellement. Mais nous, on le célébrait avant, parce que le 26 novembre 1992, à l'inauguration, le président du Conseil oléicole, c'était M. Benfroul Ghali, algérien, président PDG de l'ORPO, l'Office des produits oléicoles de l'Ouest. C'est lui qui était président du Conseil. Et c'est lui qui a proposé au roi d'Espagne de considérer cette journée comme la journée mondiale de l'olivier. Donc ça date. Et ça date, et l'Algérie a sa trace indélébile là-dedans. Voilà comment on est arrivé à ce 26 novembre. Très bien. Aujourd'hui, grâce à vous, on connaît un peu l'histoire de cette journée mondiale, la célébration de cette journée mondiale de l'olivier. Voilà. Les changements climatiques, on en parle ces dernières années, Monsieur Mendel. Et comme on a plusieurs variétés, on a un grand pays très vaste. Et l'olivier n'est pas qu'en Kabylie, mais à travers plusieurs villes du pays, pratiquement à travers tout le territoire national. Quelles sont les variétés qui peuvent résister au changement climatique, au climat? En fait, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le territoire algérien est vaste et il est énorme. Et le nombre de microclimats qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas les compter. En réalité, il y a des zones, comme je le dis souvent, il y a des poches à l'intérieur de la steppe qui sont encore plus riches, potentiellement plus riches que le nord de l'Algérie. Donc, toutes les zones d'Algérie ont leur variété. Le patrimoine végétal dont a parlé Madame Bey, c'est en fait, nous avions recensé 35-36 variétés à un moment donné, on est à 54 ou 55 actuellement. En fait, moi je suis certain qu'il y a facilement plus d'une centaine de variétés. Et là, je fais appel à l'université algérienne de s'occuper de cette espèce et de faire quand même un cumul de tout le savoir scientifique que nous avons en Algérie. Là, il y a énormément de variétés et chaque variété est adaptée à une région. Il y a des variétés aujourd'hui
qui sont pratiquement dans des zones de pluviométrie de 150-200 mm, alors que le commun des agronomes vous dit que l'olivier vit à partir de 350 mm. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. Parce qu'on confond deux choses. On confond l'altitude et l'éloignement par rapport à la mer. Parce qu'en fait, l'altitude, parfois, quand vous êtes à Khenchela, vous êtes déjà à plus de 800 mètres d'altitude. Bien sûr. Mais quand vous lisez les écrits, on vous dit l'olivier ne peut pas aller au-delà de 800 mètres. Or, il y a plus de 800 mètres dans beaucoup de régions en Algérie. Oui. Mais c'est des régions différentes. Donc là, vous avez des variétés qui sont de l'Est. Vous avez des variétés, je peux vous en citer plusieurs, mais disons les plus résilientes. Vous avez les variétés de la région de Khenchela. D'accord. Khenchela Batna, qui sont connus comme étant le berceau de l'oléiculture algérienne. L'olivier était là-bas il y a plus de 2000 ans. Et ce qu'il y a aujourd'hui au nord de l'Algérie, donc dans les zones du littoral, les zones de montagne et tout, en fait, c'est une olivier qui est jeune, relativement jeune. C'est-à-dire, quand je dis jeune, c'est 9-10 siècles. Donc, chaque région a ses variétés. Ces variétés, oui. Chaque région est un terroir. Et on parlait tout à l'heure avec Madame, justement, avant le début de l'émission, que plusieurs régions sont connues avec une certaine huile d'olive un peu spéciale, comme la région de Sig à Mascara, Donc, entre autres. oui, Entre donc, autres, et vous m'avez même parlé justement d'une surface qui est importante aujourd'hui pour l'olivier, consacrée à l'olivier. oui, bien sûr. Donc, j'aimerais bien juste intervenir par rapport à l'identification Bien sûr. déjà des variétés. Donc, dans notre institut, l'Institut a pu identifier quand même plus que 70 variétés. Donc, dans 35 déjà homologuées et les autorisées à la multiplication et 35 en cours. Donc, par rapport à ça, donc, ces variétés autochtones, déjà ils ont le gène d'adaptabilité. Donc, pratiquement toutes les variétés autochtones, déjà, ils sont adaptés à notre climat. Donc, voilà, par rapport aux variétés autochtones. Et vous disiez par rapport à la région Sig, donc Justement. c'était par rapport à l'olive de Sig, c'est l'olive de table. Oui. Donc, voilà. Et on en a plusieurs variétés, tout dépend des régions, n'est-ce pas, Monsieur Mendel? Oui, en fait, Sig, c'est de l'olive de... Enfin, on dit de l'olive de table, en réalité, c'est pas que de l'olive de table. Parce qu'il y a des variétés qu'on dit, des variétés à huile, mais qu'on consomme comme olive de table. Et il y a des variétés d'olive qu'on consomme comme olive de table qui peuvent être utilisées pour l'huile. Tout dépend du calibre ensuite. Mais sinon, bon, à Sig, comme c'est une oliveraie qui est coloniale, en fait. La région de l'Ouest, l'olive de l'Ouest algérien, Très ancien. c'est une oliveraie qui a été créée par les colons D'accord. pour faire de l'olive de table. Donc c'est des variétés souvent qui sont étrangères. À part la sigoise, toutes les autres variétés, donc la Luc, la Cornicabra, la Verdal, c'est des variétés étrangères, des variétés européennes. Par contre, l'oliveraie traditionnelle se trouve du côté de Tlemcen, par exemple, où vous avez des variétés algériennes au niveau de Tlemcen. Et au niveau des autres régions de montagne, toutes ces variétés sont des variétés algériennes. Et toutes sont résilientes en fait. Parce que si les gens les ont plantées à Beni Snous et dans les autres zones de montagne, parce qu'elles ont été obtenues par une sélection naturelle. Voilà. C'est avec le temps. Les gens ont fini par trouver des sujets qui s'adaptent à ces régions-là. Et aujourd'hui, justement, à nos invités, et on parlait pendant la première partie de cette émission de l'olivier. La journée, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'olivier qui coïncide avec le 26 novembre de chaque année. Monsieur Mendil, on parlait de l'arbre, donc de l'olivier, qui est un arbre fruitier. Aujourd'hui, un patrimoine à préserver, Monsieur Mendil. Oui, en fait, je profite de l'occasion pour, encore une fois, préciser que
l'olivier est à part dans l'arboriculture fruitière, notamment l'olivier, la vigne et le palmier dattier. Ce ne sont pas des arbres fruitiers. Oui. Ils sont à part, tout à fait à part. Et puis l'olivier particulièrement, enfin, dans son histoire, on voit qu'en fait l'olivier n'est pas un arbre, n'est pas un objet qu'on peut déplacer, on peut faire avec ce qu'on veut. C'est d'abord un vivant. Bien sûr. Et puis deuxièmement, il est tellement incrusté dans la société algérienne, dans sa culture, que c'est un sujet. Lui-même est un sujet. Ce n'est pas un objet, c'est un sujet parce que lui détermine ce que nous sommes et nous déterminons ce qu'il est. Cette relation-là n'existe pas avec les autres espèces. Les autres espèces, on les pousse à produire. L'olivier, par contre, ce n'est pas uniquement on le pousse à produire. On veut qu'il produise et qu'il soit présent avec nous. Donc, vous voyez, il y a toute une symbolique à l'intérieur de l'olivier. Oui. C'est, je le dis à chaque fois d'ailleurs, l'olivier est plein de mythologie. Or, quelles sont les choses qui ont une mythologie? C'est les choses qui ont une valeur. Donc, à ce niveau-là, le patrimoine génétique, quand vous le voyez, vous vous apercevez en fait que c'est un sujet. C'est-à-dire qu'ils s'appellent pas tous, ils n'ont pas tous le même prénom. Vous avez 70, 100. Vous savez qu'il y a aux environs de 3000 variétés d'olives dans le monde. Donc chaque pays a sa propre image de ce monde. Et ce que nous avons fait à un moment donné, je me permets de recouper un peu mon passage à l'ITAF. Ce que nous avons fait, c'est sortir ces variétés. Nous les avons mises dans environ une trentaine d'exploitations privées comme matériel végétal pour qu'ils puissent fournir aux pépinières du matériel à reproduire. Donc on les a déjà mises sur le terrain pour reproduire nos variétés, pas des autres variétés. Vous pouvez utiliser d'autres variétés comme un complément à ce que vous avez. Mais il ne faut pas que ces variétés deviennent, elles, l'élément dominant. Bien sûr. Et d'ailleurs, lorsqu'on parlait de prospection pour rechercher les variétés algériennes, on a changé totalement de manière de voir. On appelle maintenant cette prospection, c'est la prospection, la caractérisation, l'identification, la conservation, l'utilisation et la valorisation du patrimoine. Si vous ne faites pas ça, vous ne gardez pas votre patrimoine. Si votre patrimoine n'est pas mis en valeur et commercialisé, vous le perdez. Oui, c'est normal, une chose qui n'a pas de valeur, vous la perdez. Donc le meilleur moyen de sauvegarder notre matériel végétal, notre patrimoine génétique dans toutes les espèces, c'est de l'utiliser. Ce n'est pas un objet de collection. La collection, elle sert juste à vous protéger en cas de perte, en cas d'incendie, en cas souvent des incendies, il y a des variétés qui risquent de se perdre. Donc vous les retrouvez dans les collections. Mais la meilleure manière de conserver un patrimoine génétique, c'est de l'utiliser, c'est de le mettre en valeur. Et la possibilité aujourd'hui, c'est qu'on a facilement de quoi avoir une vingtaine d'appellations d'origine. Ça, c'est le minimum qu'on devrait avoir aujourd'hui. Chose que malheureusement nous n'avons pas encore. Justement, et pour avoir une bonne récolte, Madame, un des rôles de l'ITAF est d'accompagner les oléiculteurs. Comment vous arrivez à les accompagner sur le terrain, Madame? Donc j'aimerais déjà revenir sur la diversité parce qu'il est très important de souligner. Donc, par rapport à la diversité, donc on recense beaucoup de variétés au niveau national, mais là, qu'il faut dire malheureusement que le patrimoine national oléicole, il se repose sur 11 variétés. Donc là, le dilemme. Donc voilà. Donc par rapport au rôle de l'ITAF, l'accompagnement d'olifacteurs, oléiculteurs, donc on les accompagne à travers notre appui technique, à travers la vulgarisation, les formations, donc depuis la mise en place au verger, la trituration, donc, et même les bonnes pratiques par rapport à la production de l'huile d'olive de qualité.
Justement. Donc, à travers aussi les référentiels techniques, les cahiers de prescription technique, sur les différentes thématiques dédiées à l'oliviculture. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce que existe-t-il un projet de recherche en ce moment pour améliorer la qualité, plutôt la culture de l'olivier au niveau de l'ITAF? Est-ce que le projet existe? Donc en ce moment, l'ITAF elle est sur 3 PNR, Programme national de recherche. Donc justement, deux qui sont en cours et un il est inscrit nouvellement. Donc justement pour améliorer ou pour développer la filière oligicole, les variétés de l'olivier. Justement, Monsieur Mendil, vous êtes expert oligicole. Une de vos missions, justement, l'accompagnement des oléiculteurs sur le terrain aussi. Oui, en fait, c'est une continuité entre, si vous voulez, entre tous les acteurs de la filière. Bien sûr. Nous, ce qu'on fait au niveau du terrain, justement, c'est de faire en sorte d'adapter l'olivier à chaque zone, en apportant une solution qui est totalement différente. Parfois, c'est une affaire de quelques kilomètres et vous avez 2 solutions différentes. D'accord. Et là, c'est pour que les gens apprennent à travailler non par rapport à un contexte général. Ah non, il n'y a pas de une solution valable pour tout. Donc il y a des solutions valables pour chacun en fonction du sol, du climat, en fonction de beaucoup de moyens financiers. Vous travaillez de plusieurs manières différentes et là, on essaie de se rapprocher le plus des conditions de chaque exploitant. Parce que, mais en termes disons, de prescription technique, rien n'a été laissé au hasard. Enfin, tout existe au niveau de l'ITAF. Oui. Comment intervenir dans chaque région du pays en fonction des caractéristiques de cette région. Malheureusement, parfois, quand on fait si vous voulez, parfois l'envie de vouloir bien faire fait que les gens passent à côté des solutions idéales. On se retrouve disons, presque à faire une course contre la montre. Bien sûr. Oui. Et on rate beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des programmes de plantation, on dit par exemple, en zone de montagne, on ne plante pas. On n'achète pas des plantes pépinières pour les planter en zone de montagne. En zone de montagne, on greffe des oléacées, donc des sauvages. Et en zone irriguée, on ne plante pas de la même manière qu'en zone sèche. D'accord. Donc chaque région a ses spécificités. Oui. Et c'est là où la résilience de l'olivier se manifeste. Mais si vous le mettez dans des conditions qui sont difficiles, il n'est pas plus résilient qu'une autre espèce. Et si vous le mettez dans de mauvaises conditions, il ne va pas être résistant. Et justement, parmi les défis auxquels on fait face, c'est protéger l'olivier et justement aussi des maladies, Monsieur Mendil. L'olivier est menacé par certaines maladies. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, d'abord avec les changements climatiques. Entre autres, oui. Il y a maintenant des parasites qui ne trouvent plus l'hôte traditionnel et qui ont tendance si vous voulez, à étendre leur nuisance sur d'autres espèces. Et c'est le cas de l'olivier. Parfois aussi, il y a l'action de l'homme. Je vous donne un cas dans la région entre Sétif et Béjaïa, la zone Sétif-Béjaïa Barj-Baralish, il y a un nouveau barrage qu'on appelle le barrage de Tijihat sur l'oued Bousselem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé totalement le climat de la région, qui est devenu humide. Et avec l'humidité, il y a des parasites nouveaux qui se sont développés. Et ces parasites n'ont pas trouvé le volume alimentaire nécessaire sur l'espèce qu'ils avaient l'habitude de parasiter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'attaquent à toutes les autres plantes, et notamment l'olivier. Et c'est le cas aussi pour le figuier. Donc il y a les changements climatiques d'un côté, il y a parfois les erreurs aussi de l'homme. Enfin, erreurs ou parfois c'est des erreurs malgré nous. C'est-à-dire là où vous trouvez un bassin versant, vous vous dites je vais faire un barrage, et il y a ces résultats-là. Mais en tout cas, ce qui est certain,
c'est que ces parasites existent depuis la nuit des temps. Et que le meilleur moyen de faire face à ça, c'est une bonne taille, un bon travail du sol. Quand il y a la possibilité, quand il y a des pluies comme aujourd'hui, ceux qui ont fait un labour ou un travail assez profond du sol vont emmagasiner de l'eau. Et cette eau va être là utilisable pendant des mois. Mais si vous ne faites pas tout ça, ça veut dire que vous allez attendre que l'olivier va vous donner des fruits. Il vous les donnera une année, il va rester 2-3 ans pour accumuler de nouvelles réserves et pour vous donner au bout de la 4e année. C'est ce qui se passe. Donc l'homme, justement, son rôle, c'est de faire en sorte, non pas d'avoir un quintal par arbre cette année, et puis 3 ans, il n'y a rien du tout. Je préfère avoir 30 kilos chaque année. Bien sûr. Et là, je suis certain au moins que chaque année, j'ai mes 30 kilos. Plutôt que d'avoir un quintal cette année, et pendant 3 ans, ça va être la misère. C'est ça. Donc, c'est une question d'intervention de l'homme. L'homme apporte à la résistance de l'olivier, lui apporte son aide. Et Vous c'est voulez ça rajouter va- quelque chose, Madame En revanche, peut-être qu'on pourra parler un ravageur spécifique à l'olivier, donc la mouche d'olive, donc qui affecte sérieusement cette culture, donc sur déjà les quantités, donc elle affecte les quantités d'olive et aussi sur l'huile d'olive, donc elle fait beaucoup de dégâts par rapport à l'huile d'olive, donc même par rapport à la qualité de l'huile. D'accord. Donc c'est un ravageur quand même très important par rapport à l'olivier. Très bien. Justement, l'olivier, je disais, c'est un fruit. Il est considéré comme un fruit. L'olive est considérée comme un fruit. Mais aujourd'hui, le rapport de l'Algérien avec l'olivier est très important. C'est un rapport au-delà d'un arbre avec un être humain, mais c'est patrimoine, c'est notre patrimoine et une histoire, Monsieur Mendel. Oui, ben, c'est sûr. Je disais, bon, pas plus tard qu'il y a quelques heures, je disais, il y a quelque chose qui est assez symptomatique de cette relation entre l'homme et l'olivier, c'est que dans le film L'opium et le bâton, le bonhomme de la Sasse, l'officier français de la Sasse, qu'est-ce qu'il disait? Puis c'est l'olivier qui les nourrit, et qui nourrit les moudjahidines. Donc il faut détruire les oliviers. Vous voyez, c'est-à-dire quand on s'attaque à l'homme, la première chose à laquelle on pense, détruisez ce qu'il a comme richesse. Comme richesse. Et sa richesse, c'est quoi? C'est l'olivier dans ces zones-là, c'est le palmier, dattier, au sud. Du sud, Et que vous lui enlevez la base même de toute sa culture. Parce que toutes les régions où il y a de l'olivier, toute la culture est basée autour de l'olivier. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les espèces apparentées. Donc vous avez un peu de figuier, vous avez un peu de caroubier, vous avez des fruits sauvages. Tout ça est lié, mais celui qui tourne au milieu, c'est l'olivier. L'économie, elle est basée d'abord sur l'olivier, et tout le reste vient, s'enclencher, s'arrimer à cette production. Et c'est pour ça qu'il y a tout un... Enfin, vous le trouvez dans tout, vous le trouvez en peinture, vous le trouvez dans les chansons, Bien sûr, oui. vous le trouvez dans la poésie traditionnelle, C'est vrai. vous le trouvez dans les proverbes, vous le trouvez dans... quand on dit de quelqu'un qu'il est solide, on dit qu'il est solide comme un olivier. C'est vrai. Oui, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un fruitier. C'est vrai que c'est un arbre fruitier. Il donne un jus de fruits d'ailleurs, l'huile d'olive est un jus. Tout comme le palmier, Monsieur Mendel. Oui, bien sûr. Parce que, et quand vous voyez le nombre de produits qui sont à l'intérieur, avec le palmier comme La vigne aussi, l'olivier, comme la vigne, il y a beaucoup d'autres produits qui sont annexes. Et que ce n'est pas uniquement l'huile. Très bien. Et justement, le fruit de votre accompagnement les oléiculteurs, on est en train de participer à des manifestations internationales. Notre huile de table et on participe à des événements. Madame, donc, est-ce que notre huile, où elle se positionne aujourd'hui sur la scène internationale, sur le marché international?
Lorsqu'on demande après notre huile, est-ce qu'il y a une demande? Une demande, c'est par rapport à la diaspora peut-être. D'accord. Donc je pourrais dire par rapport à l'huile d'olive algérienne. Donc ces dernières années, donc il y a des quantités importantes, des plantations qui ont presque doublé par rapport aux 20 dernières années. Donc on a une disponibilité en huile. Donc on œuvre au niveau national pour justement améliorer cette qualité et de mettre des quantités sur l'international. Et aujourd'hui, c'est l'occasion justement de... Aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc on a des petites, on va dire, des petites quantités à l'international, mais l'État algérien œuvre que pour lancer justement par l'exportation, justement l'exportation et par la mise à niveau des laboratoires. Et je disais tout à l'heure justement le laboratoire de Taqrit, donc il accompagne ces professionnels pour les analyses et mettre des quantités à l'exportation. Très bien, ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle, vous étiez avec nous, donc Madame Beizekoup Nabila, vous êtes chef département au niveau de l'ITAF. Monsieur Mahmoud Mendil, expert oléicole, merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi et de parler de l'olivier. Merci beaucoup. On revient justement après une belle chanson de Imen Sahir El Genedia. À tout de suite. سبحان من شال الشياحين لا يزول سبحان من شال الشياحين لا يزول كرمنا بالشفيع الهادي المختار تاج القمسية الابرار الزكي المجذب والنوار ذكروا في المهاج اخوة ونزار سكن بينا الضلوع مرشق بينا سفاقي بسم الله الحمد شيق نسور الهادي طار وللمعراج المفضل رحل البراقي سيدنا طبعني بطابع شرقي في ما يحول طبعني بطابع شرقي في ما يحول شوق نبات طار عن طول الداج ما حلالي يا مون غناج نار وحشوفيك بديها حييت نرغب لا من نطفاها كيت مشهب فيك باديها يجد شواقي نار وما تخمد شيق نزور الهادي طه وللمعراج المفضل رحل البراقي سيدنا محمد سير في الطريق المشريق بغيره سير في الطريق المشريق بغيره يا سعد من ظفر بذوك البقعات نال ما نالوا سادات يا سعدت من ثمامات روح مهنية يقبضها ما ولاها يظفر في كل عام حجة من يكون الباقي من إيديه الحمد من الشوق نور المجد ما عندي ما نقول من شوق نور المجد ما عندي ما نقول مشهد بفوق مشهد على مشهد ذكني بالقوسون الشام ذا المفضل سيد العرب النور صفته المسلمين نشاء لولاه ما يكون في الدنيا سبعة باقي مرفوعة بنعم شيق نزور الهدي طه مول المعراج المفضل رحل البراقي سيدنا محمد شيق نزور الهدي طه مول المعراج المفضل
maman. On revient juste après cette belle pause musicale de Imen Sahir pour recevoir nos invités, enfin un invité et notre chroniqueuse Anissa Hawsine. Bonjour Anissa. Bonjour, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Très bien, je suis Alhamdoulilah. contente à chaque fois que je viens, Alhamdoulilah. je ramène des invités. Bien sûr. Et te revoir toi aussi. C'est gentil, c'est gentil. On reçoit aujourd'hui, cet après-midi en fait, Yanis Taleb. Oui. Vous êtes pianiste, compositeur. Ouais. Bienvenue à vous. Merci. D'être parmi nous cet après-midi. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de revenir sur les plateaux de Canal Le Algérie. Canal Algérie, bah oui. Et c'est un plaisir. C'est une deuxième fois? Vous êtes, Oui, c'est ça, votre, déjà venu, votre oui. deuxième. Déjà venu sur Canal Algérie Très bien. plusieurs fois. Et puis, Au niveau de notre station d'Oran. oui, c'est ça aussi. Tout Très à bien. fait. Parfait. Donc, à seulement 26 ans, il incarne une figure prometteuse de Oui. la musique classique contemporaine, Oui. Anissa. Oui. Euh, Un grand pianiste, un prodige de la musique Exactement. classique, un grand pianiste juste à l'âge de 26 ans, natif de... Très jeune, mais Très un bien. grand musicien. Oui, très grand musicien, Merci. natif de Tlemcen. Oui. Franchement, je suis très contente le fait que vous avez déjà accepté notre invitation et d'être avec nous dans notre émission au fil du jour. Vraiment très, très ravie. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre amour pour la musique et pour le piano et comment vous avez aimé cette musique et surtout l'instrument, le piano. À quel âge que vous aviez été initié à cette belle musique par rapport à votre belle histoire avec votre papa? Alors justement, avant de parler du commencement de mon parcours dans le piano, je vais d'abord commencer par un souvenir. Ouais. C'est avec mon papa. J'avais, merci. J'avais 6 ans et on était donc à Tlemcen. Mon papa qui est un fin collectionneur d'objets d'art. Il a acheté un vieux piano ancien de D'accord. l'époque Art déco. Et j'étais sur ses genoux. Il Ouais. faisait du piano un peu. Avec vos 3 frères? C'est ça. Ouais. Et donc il m'avait dit qu'il aimerait bien qu'un de nous 3 soit pianiste, parce qu'on est 3 frères. Moi, je suis le plus jeune. Ce souvenir, il m'est resté en tête. Et c'est à l'âge de 13 ans que j'écoute la Lettre à Élise de Beethoven. Beethoven. Je trouvais ça tellement beau que je devais reproduire ça au piano. Et justement, on a une vidéo de votre papa. Oui. On va la voir tout de suite. De ce petit enfant qui un jour est venu vers moi et m'a regardé en train d'interpréter le clavecin bien tempéré. Nous sommes à Tlemcen, chez nous, dans une résidence, et j'apprenais le clavecin bien tempéré. Et il s'est mis sur mes genoux, et donc il a commencé à pianoter. Et à ce moment-là, donc, il a découvert quelque chose, un univers, un autre univers qui était certainement en lui, et qu'il a pris avec toute sa sensibilité et ses capacités. Et je me souviens, si je ne me trompe pas, à 13 ans, il avait fait son premier concert, voilà, justement. Voilà, c'est parler de son fils, c'est parler de son amour. Parler de son fils, c'est parler de sa descendance. Parler de son fils, c'est parler de ce qui est le plus précieux avant soi. Ça vous a ému? On rappelle que c'est une vidéo amateur. Ça vous a ému, Yanis? Ah oui, j'aurais été... rien qu'en entendant là maintenant, j'en Vous suis avez vraiment les larmes. touché et Bien très sûr. ému de ce qu'il dit, bien évidemment. Et, À chaque- monter sur scène à l'âge de 13 ans, c'est quelque chose. Hein. Oui, tout à fait, oui. Vous avez commencé très jeune. Oui, très jeune. Je me rappelle très bien, oui. Et puis aussi, c'était un moment très fort en émotion. Le premier concert que j'avais donné, c'était à Tlemcen. Ouais, Vous aviez 13 ans. ouais, et c'est Ouais. ça. Ouais. Et donc, c'est dans les gènes, Anissa. Je pense que c'est les chaînes. Son papa lui a transmis sa passion. Le fait que d'être resté sur les genoux de son papa très jeune, à l'âge de 4 ans, et le fait de le papa, on est tous parents, fait sûr. un souhait par rapport, j'espère qu'un de mes enfants fasse cas, je pense que c'est ancré dans votre mémoire et vous avez exaucé le rêve de votre papa.
Oui, effectivement, mais aussi le mien. Bah oui, Parce que- j'imagine. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. Le Tout à fait fait. que Lahibel, que vous êtes aussi compositeur, il ne faudrait pas oublier ça. Faire des compositions comme Beethoven, c'est pas quelque chose Bien sûr, c'est d'anodin, pas c'est donné, quelque hein. chose d'énorme déjà. Vouloir et pouvoir faire cela, je pense que c'est énorme. Oui, Et surtout, Lahibel, vous avez que 26 ans. Racontez-moi un peu l'amour que vous rapportez à l'instrument du piano, à part l'histoire de votre père, le fait que vous donnez des concerts avec des gens et vous êtes sur scène avec un piano et on part avec vous. C'est comment cet amour que vous portez pour cet instrument et la musique aussi? Alors, je reviens encore à mes Oui. débuts, donc à Tlemcen. Oui. En fait, donc on est une génération avec laquelle on a grandi avec Internet. Mhm. Donc j'avais la chance d'écrire sur YouTube, de Ouais. voir qu'est-ce que c'est qu'un grand pianiste. Et je trouvais ça merveilleux de voir des grands pianistes du type Arthur Rubinstein avec leurs belles redingotes, interpréter des morceaux de musique classique dans de magnifiques salles. Oui. Je trouvais ça très beau. Et je m'étais dit qu'un jour, moi aussi, j'aimerais être ce pianiste qui interpréterait des morceaux dans de très belles salles et habillé en redingote. D'accord, c'était magnifique. Le fait dernièrement, vous avez fait un spectacle au niveau du théâtre régional d'Oran. Oui. C'était magnifique. C'était une touche un peu spéciale, le fait que vous avez, pas chanté, mais composé l'hymne national et tout le public qui était là, qui était présent et qui a chanté avec vous l'hymne national. Moi, j'étais pas présente, mais j'ai vu cette vidéo, c'était magnifique. Alors, vous, oui, le fait que vous avez composé, racontez-moi ce moment inoubliable. Oui, tout à fait. J'ai réinterprété l'hymne national Qassaman au piano. Ouais. Et en fait, C'était à l'occasion du 1er novembre? Alors, c'était Non. pendant le festival Le de musique, festival. festival de musique D'accord. classique. Et c'était donc monsieur le directeur du théâtre. régional d'Oran, monsieur Mourad Snoussi, que je salue, qui On m'a salue. Un grand tous. monsieur, oui. qui m'a donc intégré dans le cadre du festival de musique classique qui se déroulait pour la première fois sur Oran, parce que chaque année c'est à Alger. Oui, cette année. Et cette année particulièrement, ils l'ont fait à Oran et Alger. Et donc dans cette première édition sur Oran, j'y ai participé et j'ai terminé avec le dernier morceau que j'ai interprété lors de ce concert, c'était l'hymne national, Qassamat. C'est bien. Et donc le public oranais a chanté avec moi pendant que je jouais au piano et c'était magnifique, c'était vraiment Ouais, magnifique. j'imagine, ça sera- Ouais. vous êtes originaire de Tlemcen, Tlemcen, Oui, Yanis, tout à fait, et donc une région qui est connue par une musique arabo-andalouse. tout à fait. Et cela, j'imagine, ça a influé un peu votre musique. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, certes, j'ai commencé en autodidacte à Tlemcen, donc pour apprendre la musique classique, mais mes parents ont voulu que j'intègre une structure de musique andalouse, et j'ai fait une année de musique Conservatoire. andalouse, tout à fait. Et en fait, comment dire, et en fait, effectivement, ça a été l'occasion de voir qu'à travers la musique andalouse, on peut voir des orchestres entiers jouer de manière très harmonieuse et sans partition en fait. Et ça, je trouve ça formidable en fait. Et le fait que vous faites des compositions, quelle est votre source principale qui vous inspire à faire cela? Alors justement, moi, je suis profondément attaché à une double culture en Oui. fait, donc musique classique avec Chopin, Mozart, Rachmaninoff, mais aussi la musique, donc la culture orientale, Orientale, de ouais. l'Algérie particulièrement. Donc à travers la musique andalouse, comme vous l'avez aussi. dit, le shabi, tous Là-dedans. les Un petit grands, mélange. c'est ça, Oui. tout à fait. Et c'est ce qui ressort un peu dans mes compositions, donc une structure classique, mais avec par-dessus des notes orientales en fait. Et justement, on a une petite vidéo de vous en train de jouer au piano. Ouais. On va vous écouter tout de Bien. suite. Shall
Et justement, je disais que le public a chanté avec vous, Yanis. Ah oui, oui, C'était magnifique. oui, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment incroyable. Et il n'y a pas un autre mot à dire, je pense. C'était vraiment merveilleux comme moment. J'ai adoré. C'était magique. Oui, de partager ce moment avec le public oranais aussi. C'était vraiment magique de voir que il y a eu cette spontanéité du public en fait. C'est ça qui est magique. Au-delà d'interpréter le morceau, mais c'est le public en fait qui est magique. Ouais. J'imagine dernièrement vous avez eu le prix du président. C'était comment pour vous cette sensation avoir le prix du président? Oui, tout à fait. C'était un moment où on est honoré en fait. Ouais, Voilà, bien sûr. tout à fait. Donc de recevoir le prix Ali Mahachi du président. Ouais. De la République et en fait je l'ai eu à travers une de mes compositions qui s'appelle donc Arabian Theme donc dans laquelle on voit une esthétique Orient-Occident en fait. Voilà, tout à fait. Voilà, dernièrement, vous avez eu la chance et l'honneur d'avoir un spectacle au niveau de l'ambassade algérienne à Monaco. Et c'était pour l'anniversaire du 71e anniversaire de la commémoration de l'indépendance. C'était comment cette émotion qui était unique à voir, retrouver un certain public d'un certain niveau et surtout le public algérien. Anissa, il est tout le temps convié à, Oui. à jouer Mais justement. le dans 1er novembre, 1er novembre, c'est un peu c'est spécial, un peu oui. spécial. C'était comment? Tout à fait. Alors déjà, je voudrais remercier le consulat algérien de Nice qui m'ont invité pour la fête nationale pour faire un concert. Donc je remercie le consul et son attaché culturel, Madame Deragui. Et en fait, j'ai interprété donc pas mal des chants patriotiques algériens au piano, comme Minji Balina, Fi Ardi Ajdadi, l'hymne national aussi, bien évidemment, avec un saxophoniste, Monsieur Ben Yahya. Et en fait, c'était une fusion. c'est ça. On a été tous les deux, lui au saxophone et moi au piano. On a fait l'ouverture avec l'hymne national. C'était le souhait du consulat pour montrer un peu la jeunesse, de montrer un peu. On est en train de voir justement les images. La relève de la jeunesse. Bien sûr. Et en fait, c'était un moment merveilleux parce que ils ont fait cet événement déjà à Monaco et puis aussi dans un très très bel hôtel à Monte-Carlo. Et le public présent, c'était un public donc de la diaspora, Ouais. de la diaspora. Notre Et communauté puis- établie à tout à fait. l'étranger, oui. Tout à fait. Et aussi, il y avait aussi des représentants donc, de Monaco, voilà, qui Ouais. étaient présents lors de cet événement. Avez-vous des rituels avant de monter sur scène? Non, pas vraiment. J'en ai pas vraiment. La seule chose qui m'attend, c'est le public et j'ai hâte d'aller les voir. Est-ce que vous avez des fois le trac? On peut pas. Je pense que peut-être un petit peu pour le premier morceau seulement, Ouais. mais en dehors de ça, j'ai Vous pas. partez dans. C'est ça. Faites le défi de faire mieux, je pense. C'est ça, Yanis? Oui. Je suis pas dans cette optique de faire mieux, peut-être au niveau de la scénographie, peut-être, mais en fait, moi je suis là pour offrir un maximum d'émotions au public et je suis vraiment dans cet état d'esprit lorsque je suis en concert en fait. Voilà. Vous avez prochainement, il y a beaucoup de dates et je pense que tous les gens qui sont en C'est train ça. de nous regarder, alors demain, Inch'Allah, vous allez être au niveau de la cathédrale Notre-Dame d'Afrique et le samedi, vous allez être au niveau de l'Opéra Bois Moussaya. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Alors racontez-moi ce que vous allez présenter au public algérien jeudi et surtout le samedi au niveau de l'Opéra d'Alger. Parce que surtout la cathédrale, ça va être un peu spécial par rapport à la vue et l'endroit mythique. Exact. Ça va être comment? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Oui, tout à fait. En fait, ce que je vais faire déjà dans les deux concerts, Oui. c'est que je vais présenter mes compositions dans les deux événements. Mais ce qu'il y a en plus à l'Opéra d'Alger, le titre donc de l'événement, c'est Message for Algeria. Et donc c'est qu'en deuxième partie, je vais interpréter pas mal de morceaux de chants patriotiques, mais aussi du répertoire andalou et aussi du répertoire chabi. Donc c'est vraiment donc Chabi Chao?
Oui, oui, si vous voulez, avec Shahalet Layani par exemple. Ah, oui, Voilà. d'accord. Oui. Euh, Très bon choix. Ouais. Et en fait, donc en première partie, ce sera mes compositions. Ça, c'est pour le programme de l'opéra. Première partie, mes compositions. Et deuxième partie, un programme national algérien, voilà, avec des chants patriotiques, musique andalouse et musique shahabi algérien. Et justement, on termine avec ça. Peut-être c'est la dernière Ouais, la question, dernière question. Anissa. Vous avez d'autres dates pour la diaspora qui nous regarde? Vous avez d'autres à Londres et... Tout à fait. Alors, tout à fait. Mes prochains concerts, juste après l'Opéra d'Alger, ce sera en Angleterre, à Oxford. Ouais. Et le grand événement que je prépare, ce sera à Londres, au Royal Academy of Music, de Londres. Quelle date? Ce sera le 17 janvier, Inch'Allah. D'accord. Vous avez aussi à Rome? Oui, j'aurai Rome bientôt? C'est pour Pour après. l'année- C'est oui. après. C'est après l'Angleterre. Oui. Enfin, il va y avoir l'Espagne à Madrid et aussi Rome juste après. Voilà. Une dernière question, si Non. c'est possible. Voilà, la dernière question. Tu peux y aller. Je peux y aller. Une dernière Oui. question. J'aimerais bien savoir quel concert qui vous a vraiment marqué. Alors, c'est celui qu'on en a parlé tout à l'heure, Ouais. celui d'Oran, en fait. Celui d'Oran où le public a chanté. Je trouvais ça incroyable, vraiment magnifique. Je pense que c'est le concert qui m'a le plus marqué. Mais même aussi celui de Monaco, c'était très bien, j'ai beaucoup apprécié. Mais en fait, c'est la spontanéité du public qui était D'accord. vraiment incroyable à Oran. Voilà. Très bien. Voilà, si je Vas-y. peux me permettre, Bien quand sûr, vous faites Anissa. une composition et la création, vous êtes comment? Vous commencez comment pour créer un morceau? C'est pas quelque chose d'évident et c'est pas quelque chose de facile. Comment Alors- l'inspiration vous vient? Est-ce que vous avez un rituel ou ça vient spontanément? C'est comment? Racontez-moi, racontez-nous un peu. Alors, toutes mes compositions sont inspirées de mon vécu, en fait, Ouais. de mon vécu déjà. Et puis aussi, dans la plupart du temps, lorsque je compose, je m'imagine dans le désert, en fait. Dans le désert avec mon piano. D'accord. Et en fait, je pense que c'est cette Ça vous inspire. c'est ça, cet imaginaire qui fait en fait ressortir naturellement des notes orientales dans mes compositions, en fait. Et c'est de cette façon que je fais mes compositions que je présente en concert. Mais il y a aussi un autre travail de composition quand je compose à l'image, donc pour Oui. des films. C'est ce que j'allais dire. La question suivante Justement, va l'être. Anissa, Ouais. excusez-moi, Brk, par rapport à le penchant à ce style de musique, Oui. qu'est-ce qui vous a mené à ça? Parce qu'on a des pianistes qui jouent comme Skandar, ils jouent sur d'autres notes. Qu'est-ce qui vous a mené à jouer dans ce style, Yanis? Dans mes compositions. C'est ça. En fait, moi j'aime beaucoup la musique classique, donc c'est vrai, j'aime beaucoup l'époque romantique de la musique classique, à travers Chopin, Rachmaninoff, mais aussi quand j'écoute les pièces de musique andalouse qui sont interprétées par Mustapha Skandalani et Justement. encore Cheikh Redouane au piano, c'est aussi des choses qui sont très intéressantes pour l'oreille et dans laquelle on peut... Propre à nous. C'est ça, ouais. propre à nous, Voilà. effectivement, Mhm. et dans lesquels qui m'ont forcément nourri dans mes créations, Création. dans mes. Voilà. Et quand vous faites pour le cinéma, c'est comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Oui, alors c'est un travail qui est totalement différent de mes compositions que je présente sur scène. Parce qu'en fait, déjà dans le cinéma, les délais sont courts. On Oui. peut vous demander de faire une composition en 24 heures comme une semaine. Mhm. Et donc, c'est vraiment le film qui va nous nourrir, Ouais. qui va nous donner, inspirer. nous inspirer et me permettre de raconter en fait ce que l'image devrait raconter en fait, en musique. Voilà. D'accord. Quel est votre message à transmettre à travers vos compositions? En fait, à travers mes compositions, je veux vraiment transmettre un maximum d'émotions pour vraiment toucher les gens, en fait, les personnes, le public qui m'écoute, mes auditeurs, et de les accompagner en m'écoutant dans leur quotidien, en fait. Voilà. Bien. Ok. Très bien. Voilà. Ben, c'est déjà la fin, Oui. Anissa. Franchement. Alors le dernier message, c'est quel message vous transmettez à la jeunesse, autant que vous êtes un prodige du piano et de la musique classique?
En fait, j'ai envie On de n'a dire. plus le temps. Ouais. Très, très brièvement. Ouais. Yanis. Oui, j'ai envie de dire que je vais être un exemple Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère, je le demande. À cette nouvelle génération. Une nouvelle Bien sûr. génération j'aimerais pouvoir inspirer la jeunesse à Voilà. faire et qui est beaucoup plus de pianistes en Algérie. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc je rappelle, Yanis Taleb, vous allez vous produire donc samedi au niveau de l'Opéra d'Alger et demain, Et demain, Anissa, voilà, à la cathédrale cathédrale Notre-Dame Notre-Dame d'Afrique. C'était un plaisir de vous recevoir, Anissa. Merci Toujours beaucoup. un plaisir. Un plaisir et merci à Yanis et un petit coucou pour ma petite fille qui fête ses 13 ans aujourd'hui. On lui qui souhaite un s'appelle Nihal joyeux Mazi. anniversaire. Voilà, je t'aime ma fille. Très bien. Écoutez, c'était la fin de cette émission. On vous retrouve dès dimanche. C'est ma collègue Lilia Ben Nasser qui reprend avec vous. Donc dès dimanche, Inch'Allah. Moi, je vous retrouve mardi prochain, même heure, même station, de 15h à 16h au fil du jour sur Canal Algérie. Bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir. عمر الشق بين سفاقي بسم الله الحمد شيق نسور الهادي طه وللمعراج